Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine d'information. Un très gros plan ce soir sur les marabouts au Sénégal. La Total dimanche s'est intéressée à leur rôle et place dans la société, des privilégiés ou des marginalisés, confraternellement avec Omar Diaw, journaliste à Sud Quotidien. Coin Éco, la campagne agricole 2020 et la Covid-19 et par la même occasion comment cultiver et assurer l'autosuffisance alimentaire en pleine pandémie. Après le dossier, Mamadou Ndiaye s'entretiendra avec Sidi Ba, le porte-parole du Conseil national de concertation des ruraux. Bouillon culture, le livre sur le grill, le papier refuse de mourir face à l'attaque du numérique. Vous avez toujours le choix entre le bon vieux livre et la lecture en ligne. Nous le verrons avec Oussama Monique Sagna. Ailleurs nous irons au Mali, ça chauffe politiquement pour le président Ibeka. L'imam Diko fait feu de tout bois. Le mouvement 5J RFP veut la démission du chef de l'État malgré ses nombreuses concessions sous la poussée des forces patriotiques. Le diplomate ce soir, un journaliste spécialiste du sport international, Aliou Goloko, directeur d'Africa Media 247, analysera l'affaire Lamine Diack jugée en France. Tranche de vie, plus libanais que sénégalais ou plus sénégalais que libanais. Pourquoi l'intégration de la communauté libanaise au Sénégal est si difficile? Il faut dire qu'ils sont ballottés entre le pays des cèdres et le pays de la Teranga. Et puis, portrait dans l'univers des animaux, le canard vous salue bien. Rendez-vous en fin de magazine. L'islam au Sénégal, pour d'aucuns un pays d'exception musulmane, un pays confrérique en tout cas. Chefs religieux et marabouts en sont les principaux guides naturellement et le tidjanisme et le mouridisme en sont les principales confréries. Sont-ils marginalisés ou privilégiés nos marabouts? Élément de réponse, Abdourahmane Li qui signe le dossier. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi wasila wajahidu fi sabilillah. Comme disait l'autre, le Sénégalais est d'abord disciple avant d'être citoyen. Des disciples dans un pays à 94% de musulmans, répartis dans plusieurs confréries. Des confréries incarnées par des chefs religieux qui bénéficient de beaucoup de privilèges. Des privilèges induits par l'héritage que leur ont laissé leurs grands-parents, fondateurs des confréries. C'est des citoyens privilégiés d'abord par leur naissance. C'est des citoyens qui sont privilégiés par leur héritage. Quand le khalife général des Mourides ou le khalife général s'adresse à la nation sénégalaise, tout le monde retient son souffle. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, quand il doit prendre certaines décisions, cet État va se concerter avec ses guides religieux. Pratiquement au Sénégal, la plupart des grands marabouts ont accès à des passeports diplomatiques, ont facilement accès à la terre. Ils ont une place prépondérante dans la vie sociale, politique et culturelle de notre nation. C'est pour cela que toutes leurs actions doivent être des actions conformes à la sunna. Toutes leurs actions doivent être conformes à la charia et toutes leurs actions doivent être conformes à la légalité. Des faveurs qui les distinguent des citoyens ordinaires, une réalité qui devrait les amener à rester vigilants sur leurs faits et gestes. L'imam Ratib de Rufisque recommande vivement cette démarche pour éviter de lier leur nom ou leur image à des dossiers douteux ou des scandales fonciers. Il faut essayer de savoir faire la part des choses et avoir une bonne intelligence des situations. C'est vrai que si vous voulez par exemple construire une mosquée ou un institut islamique, vous êtes un citoyen, vous avez le droit de demander à ce que l'État vous affecte des surfaces. Un islam confrérique qui se perpétue au Sénégal, une force et un atout à préserver, constituant l'un des socles de la cohésion sociale. Omar Diaw, bonsoir. Bonsoir, M. Kang. Vous êtes journaliste à Sud Quotidien. Le marabout, c'est notre sujet. Un citoyen à part ou un citoyen tout court?
Moi, je dirais un citoyen, parce que ce que renferme le citoyen, ça confère des responsabilités et ça confère aussi des devoirs. Et moi, je préfère citoyen. Ils ont des droits et des devoirs. Ils ont des droits et des devoirs comme tout bon citoyen, comme régi par la constitution de ce pays-là. Mais il y a tout un débat. Tantôt, on dit que c'est des privilégiés, tantôt des marginalisés. Il y en a certains qui disent on les juge parce que ce sont des arabisants dans une société qui a tendance à s'occidentaliser. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mais je crois qu'il faut lier ça à l'héritage peut-être colonial. Même dans le subconscient des Sénégalais, intellectuel, c'est ce qui était issu de l'école française ou bien peut-être qui étaient dans un certain formalisme, qui ont eu le cursus normal, qui sont partis à l'université. Et dans une certaine conscience, c'est assez galvaudé. On dit intellectuel tout ce qui est alphabétisé en langue française ou bien qui a une certaine cursus universitaire ou scolaire. Mais on oublie que les intellectuels peuvent être aussi dans la classe maraboutique. Ils peuvent être issus même pas de la classe maraboutique, mais quand on suit un cursus coranique ou bien dans la langue arabe, ou bien quand on fait même les pays maghrébins ou orientaux, on a tendance à vous cataloguer comme arabisant. On ne vous met pas dans le cadre des intellectuels, alors que l'intellectuel, c'est un cadre plus générique et plus large. Oui. On peut être intellectuel tout en n'ayant pas un cursus scolaire normal. Oui. Et normal, je dis normal, oui, dans la mesure où on n'entre pas dans les canaux classiques, mais on peut être intellectuel dans la façon de penser, dans la façon d'exprimer, dans la façon de produire une production intellectuelle. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de marginalisation? Oui, dans une certaine mesure. Je ne dirais pas marginalisation, mais je dirais un peu un retard dans la manière de voir les choses. Parce que les arabisants, à un moment donné, ils n'étaient pas dans le circuit normal de l'administration. Quand ils venaient après leurs études, ils n'étaient pas facilement intégrés dans l'administration ou bien dans les rouages administratifs ou bien dans les circuits scolaires. Mais malheureusement, c'est ça qui a causé un peu de retard par rapport à ce qu'on cataloguait intellectuels en général et qui sont issus de la formation classique. Alors, leur place dans la société, eux-mêmes se demandent souvent, ou en tout cas quelquefois, pourquoi une simple attribution d'une assiette foncière, pour donner cet exemple, au même titre que les autres citoyens, devrait-elle faire scandale? Ça doit faire scandale parce que ce n'est pas dans les règles de l'art, c'est pas attribué dans les règles de l'art. Je crois qu'on peut, par discrimination, attribuer une assiette foncière à un leader d'opinion parce que c'est la finalité qui compte. Peut-être que c'était destiné à une œuvre communautaire, mais si c'est dévoyé, là, on peut trouver à redire. On porte alors le même jugement sur le marabout bien sûr. Si on avait à juger un autre citoyen. Un quelconque citoyen, parce que la Constitution
nous met tous dans le même pied d'égalité. Je crois que même s'ils sont à la tête de communauté, je crois que s'ils doivent être disposés du moins d'un quelconque bien par la voie de l'autorité, je crois qu'il faut que ça passe dans les voies normales. Mais derrière le marabout, c'est aussi une force de travail. Quand on donne des étendues de terrain ou de terre à des firmes étrangères, c'est aussi un autre exemple. Pourquoi on devrait se scandaliser qu'on puisse donner une telle assiette à un marabout qui peut-être a la possibilité de l'exploiter? Oui, mais je crois que en soi, c'est pas mal dans la mesure où le marabout a des possibilités de mettre en valeur cette assiette foncière et puis faire œuvre utile en faisant peut-être, en contribuant à créer une institution, des daras ou bien à exploiter une ferme agricole, ça c'est louable. Mais si c'est utilisé à des fins privées ou bien à des fins personnelles, là ça pose problème. Alors, il arrive qu'un marabout s'oppose à la volonté de l'État de construire une route ou une quelconque autre infrastructure ou encore le vote d'une loi. Par quel bout faut-il prendre le marabout finalement pour en faire un partenaire au développement? Je crois que si le marabout est un partenaire au développement, je crois que tout ce qu'on doit lui attribuer, tout ce qui est utile à la société, il doit être au premier chef, il doit être au premier plan. Il doit s'investir lui-même et puis s'il ne s'investit pas pour sa circonscription ou pour sa communauté, il peut contribuer il peut passer par les voies normales pour attribuer un bien commun ou bien un bien de l'État ou un bien de la communauté. Mais je crois que c'est mieux que de passer par exemple par des voies peut-être détournées un peu pour s'attribuer des choses qui appartiennent à la communauté. Oui, mais ici, c'est surtout quand je parle de l'exemple de la route, on a vu des exemples. Une route qui doit traverser une cité religieuse. On voit un marabout, un guide religieux, peut-être qu'il n'a pas compris forcément l'utilité, en tout cas dire non, la route ne peut pas passer par là. Et cela peut porter un énorme préjudice à l'ensemble de la communauté parce que c'est une infrastructure qui est utile. Bien sûr, mais je crois que... Comment contourner tout ça? Oui, mais ou régler tout ça? C'est aux autorités de jouer franc jeu et d'expliquer clairement l'utilité d'un ouvrage donné. Mais je crois qu'il y a une sorte d'omerta qui existe dans les rapports entre les chefs religieux et un peu les autorités étatiques. Oui. Très bien. Parce que l'exemple le plus patent, on peut le soulever il y a quelques années. Moi, par exemple, les gens se posent des questions pourquoi l'école française n'est pas peut-être présente dans certaines localités. Alors que c'est quelque chose qui est peut-être... bon, on peut en discuter sur le plan philosophique, mais je crois que l'école, une institution scolaire, je crois que l'apprentissage est un fondement même des doctrines religieuses, confrériques. Ça, on peut peut-être le fustiger, mais je crois que c'est un débat philosophique qui peut se poser même au sein de certains confréries. Dernière chose, la réalité, Oumar Diaw, est que nos cités religieuses bénéficient d'un certain statut, pour ne pas dire un statut spécial. La cité religieuse, elle est tenue par le guide religieux, et peut-être de manière générale par le marabout. Est-ce qu'il faut un statut spécial pour le marabout?
À mon humble avis, moi je ne pense pas qu'il faille trouver un statut spécial à une quelconque localité, fût-ce à une localité qui peut-être est un peu spéciale dans la manière dont elle s'est constituée. Mais je crois que ça peut être une porte ouverte à beaucoup de passe-droit. Mais je crois que ce qu'on en fait avec certaines fêtes, on peut le comprendre, attribuer une fête, conférer une fête comme étant une fête fériée, là on peut le comprendre. Mais à mon avis, je ne pense pas qu'il faille accorder un statut particulier à une quelconque localité. Oui. On peut faire des discriminations positives parce que peut-être que une localité a connu une certaine taille. Et puis, cette localité est un peu spéciale dans la manière dont elle évolue. Mais de là à attribuer un statut spécial, moi, je ne suis pas juriste, mais je crois que c'est aller vite, c'est ouvrir peut-être la voie à beaucoup de choses ou bien de passe-droits qu'on ne peut pas contrôler à l'avenir. Merci, Oumar Diao, journaliste à Sud Quotidien. Merci d'être venu à la Totale pour nous parler de ce sujet. Les marabouts, leur rôle et leur place dans la société sénégalaise. Bonsoir chez vous. La suite de la Totale. La Covid-19 et l'agriculture, comment cultiver en cette période de pandémie et surtout comment assurer l'autosuffisance alimentaire puisque c'est l'un des gros défis, l'un des gros enjeux. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple. Pour les experts, il faut miser sur la production agricole pour justement pouvoir nourrir la population sénégalaise. Nous allons suivre ce dossier signé Oumou Kalsoumba. D'après le think tank sur les politiques publiques dans le secteur agricole et rural en Afrique de l'Ouest, la progression alarmante de la pandémie de Covid-19 au Sénégal nous interpelle sur la résilience du système alimentaire face à ses effets pervers, d'autant plus qu'il existe peu d'études traitant la durabilité de nos modes de consommation alimentaire face à diverses situations, transformations sociales, économiques et technologiques rapides dans un contexte de croissance démographique, d'urbanisation rapide, de changement climatique et de pauvreté. Durant les premières heures de la pandémie, des rumeurs d'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires ont circulé. Les chercheurs de l'IPAR estiment que les décideurs doivent aussi assurer et promouvoir la fluidité du commerce alimentaire en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, mais aussi soutenir les systèmes alimentaires locaux en les reliant notamment aux grandes chaînes d'approvisionnement alimentaire. Il est aussi impératif de veiller à la sécurité des aliments et à la mise aux bonnes normes des produits locaux vendus dans les marchés ouverts, contrôler le secteur informel alimentaire avec des visites des services d'hygiène et de la santé publique. L'État a promis de renforcer et d'adapter les programmes de protection sociale compte tenu des fluctuations des prix, des pertes de revenus. Il faudra y ajouter les besoins nutritionnels car les sous-nutritions n'inquiètent pas souvent les carences en vitamines et minéraux étant cachées. Il faut renforcer les filets sociaux pour soutenir les ménages vulnérables à travers des mesures publiques, subventions, aides directes, défiscalisation, visant à renforcer la résilience des populations rurales, des petits producteurs, des acteurs du secteur de l'informel, des femmes, des personnes âgées, entre autres initiatives à mettre en œuvre. Au besoin, faire une cartographie des zones qui risquent l'insécurité alimentaire et la relier avec celle de la progression de la pandémie de Covid-19 afin d'opérer un bon ciblage des ménages qui ont besoin d'urgence d'une aide alimentaire. Les mesures doivent se focaliser sur la création d'un environnement favorable pour une adéquation entre l'offre et la demande alimentaire qui puisse satisfaire les groupes particulièrement vulnérables s'inscrivant dans les principes de l'autonomie alimentaire.
L'heure de l'entretien de Mamadou Ndiaye et son invité. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Alors vous recevez dans ce coin écho de ce 21 juin M. Sidiba, porte-parole du Conseil national de concertation des ruraux, CNCR. Avec l'entame de l'hivernage, c'est votre constat Mamadou, le monde rural est en pleine ébullition, il pleut dans l'est et le sud du pays. En revanche, les précipitations sont de moindre envergure vers l'ouest, le centre et le nord. Inégalement répartie, la pluviométrie à ce stade permet-elle d'avoir une photographie de l'hivernage 2020? Je vous laisse avec votre invité. Bonsoir, M. Sidiba. Bonsoir, M. Mamadou Ibrahim et bonsoir, M. Mamadou Ndiaye. Bonsoir, M. Ba. Mamadou, M. Ba vient de Gandiaye. Donc, il a traversé presque beaucoup de régions en venant pour ce rendez-vous, mais merci d'abord pour cette disponibilité. Au jour d'aujourd'hui, a-t-on une idée précise de la répartition de la pluviométrie à l'échelle du pays? Et effectivement, je vais le faire pour vous, mais permettez-moi de dire bonjour à mes amis producteurs et productrices qui sont organisés au sein de notre plateforme, et plus particulièrement à notre président, M. Nazirou Sall, qui nous suit à partir de Donaï, à M. Amidou Diop, le président du CCPA, qui se trouve être Andramé Escale, et président Babacar Diop, que vous devez connaître, président de la CESCA de la France, et président de la SPRODEP, et à tous les présidents des fédérations, des 33 fédérations membres du CNCR, et à tous mes collègues présidents des CRCR. Effectivement, comme vous avez à le dire, que la pluie est inégalement répartie dans le temps. Dans le temps, au sud, on a enregistré de bonnes hauteurs de pluie et les gens sont en train de semer. Et au centre, on a enregistré quelques pluies, mais les semis ne sont pas encore à l'ordre du jour. Parce que des pluies enregistrées au niveau de la région de Kaolack à 14 mm,9 ou bien à 30 mm, bon, les services de la météo, les services de la NACIM, nous basant un peu sur l'information climatique, nous nous sommes dit que l'hivernage est relativement précoce parce que quand on était à la SODEVA, on parlait de l'installation de l'hivernage au niveau de la région du bassin arachidier. Il faut une pluie de 25 mm et qu'il pleuve le 25 juin. Et on n'est pas encore au 25 juin. Peut-être dans 3 ou 4 jours, si on a enregistré des hauteurs de pluie quand même assez importantes, on pourra semer. Et là aussi, nous avons constaté qu'au niveau de la zone nord, au niveau de la zone de Méké, j'ai eu à voir des informations au niveau de nos amis qui sont là-bas. Je salue au président, le président Fallou Diagne. Ils nous ont fait savoir que les gens avaient semé, mais les semis de mil, les pousses de mil sont en train de flétrir. Et alors, il y a des risques de ressemis qui se posent à ce niveau aussi. Donc, la préparation n'est pas la même d'une région à une autre? La répartition n'est pas la même d'une région à une autre. La préparation des paysans à aborder l'hivernage 2020. Bon, d'une région à une autre, ça diffère, parce que les réalités diffèrent, les réalités sociologiques diffèrent. D'habitude, il pleut beaucoup plus précocement au niveau de la zone sud. Là-bas aussi, les spéculations qui sont mises à terre diffèrent un peu des spéculations mises au niveau du centre. La zone sud, c'est plus particulièrement le riz, le sorgho et le maïs, et dans une moindre mesure l'arachide. Peut-être au niveau de la zone de Kolda, les gens font de l'arachide. On dit que le bassin arachidier, sa tendance à se déporter un peu dans le Médina Yoro Fula est une réalité dans la zone de Kolda. Et je salue au passage mes amis qui sont là-bas, qui sont en train de semer l'arachide. Ils sont en train de vous suivre. Qui sont en train de me suivre et qui sont en train présentement de semer l'arachide. Et au niveau de la zone d'Oussouy on m'aurait dit que, selon notre ami, notre correspondant, le président du CRCR de Ziguinchor, il m'a fait savoir que Oussouy est à 5e pluie. Et qu'au niveau de la région de Ziguinchor, ils sont à leur 3e pluie. Vers Tambacounda. À Tamba aussi, ils sont entre la 3e et maintenant on descend vers le centre. 3e et 2e pluie. Kaolack, de la zone de Kaolack, on est à une bonne pluie utile qui a eu lieu le 14, et toutes les autres pluies, c'est des pluies de moindre envergure. Alors maintenant, quel est le moral? Quel est le moral des troupes? Quel est le moral justement des paysans, des ruraux de façon générale? Le moral des paysans, d'habitude, le moral est au bout fixe. Et les gens vivent d'espoir et pensent qu'avec l'information climatique que la météo nous annonce, que cet hivernage-là sera un hivernage assez régulier, assez important et plus intéressant que celui de 2019. Parce que 2019, on a enregistré de très grosses pluies et on a eu les plus mauvais rendements qu'on n'a jamais eu dans l'histoire du Sénégal. Et on a eu aussi des pauses pluviométriques extraordinaires, des pauses pluviométriques de 3 semaines et qui ont concouru à avoir les plus mauvaises productions que j'ai eues de mémoire de producteurs. Et là, je pense qu'avec l'information climatique que nos amis de la NACIM nous balancent au niveau de nos réseaux, et nous osons espérer que cette année, quand même, les choses iront mieux. Parce que la météo dit une chose, mais maintenant, au niveau des semences,
Avez-vous d'abord des semences de qualité? Autrement dit, est-ce que vous avez des semences écrémées ou bien vous avez des semences certifiées? Dans la plupart des cas, si je parlerai pour dire vrai, mais comme le disent mes amis burkinabés, les semences, c'est un problème. Les semences, c'est un problème. Et dans la plupart des cas aussi, c'est des semences paysannes que les gens ont. Les semences écrémées dominent de loin les semences dites certifiées, entre guillemets. La preuve en est que les opérateurs qui a eu à Dja, qui détenaient 70 000 tonnes de semences écrémées, peinent à mettre en place ces semences au niveau des points de collecte, au niveau des points de vente. Donc, il y a même certaines variétés qui étaient complètement extirpées de la recherche, qu'ils avaient mis sur place. Et avec la vigilance des représentants des organisations au niveau de ces points-là, ils ont eu à les retirer. Donc, pour dire que cette problématique semence, c'est un problème. C'est un problème récurrent et que beaucoup de producteurs disent aujourd'hui qu'au lieu que l'État mette l'accent sur ces semences, qu'ils subventionnent davantage les producteurs à la commercialisation et qu'ils mettent davantage les fertilisants organiques comme les fertilisants chimiques. Et nous pensons aussi qu'au niveau du CNCR, nous avons des fédérations qui inscrivent leur logique dans la production avec des engrais organiques, et là pour s'inspirer un peu de la DITAS, la dynamique en agroécologie, où tous les acteurs de la société civile sont réunis, disent que voici ce qu'il faut faire. Et comme nous, au niveau du CNCR, nous avons ces deux types de producteurs, ceux qui sont chimiques, je pense qu'il est bon qu'on mette à leur disposition et à temps des engrais de qualité. Et ceux qui sont organiques aussi, il est bon qu'on réfléchisse et qu'on mette à leur disposition des engrais organiques de qualité pour la sauvegarde de la biodiversité. Alors, Mamoudou voulait intervenir rapidement. Mamoudou, je suis curieux de savoir le lien entre un peu l'agriculture, la campagne agricole de cette année et la pandémie que nous vivons. Parce que vous dites que les paysans ont un bon moral, le moral est au beau fixe, mais comment avoir le moral au beau fixe avec la pandémie? Bon, le moral au beau fixe, d'abord que nous, paysans, nous vivons toujours de l'espoir. Tant qu'on vit, on dit que l'espoir est permis. On sait qu'il y a la pandémie. La pandémie, nous sommes bien éprouvés par la pandémie. Avec la restriction, nous sommes bien impactés par la pandémie. Avec la restriction des barrages, avec la fermeture au niveau des marchés forains, et avec la qualité de certains services qui sont en train avec la qualité de certaines semences qui sont en train de mettre à notre disposition. Mais il ne faut pas oublier que les réserves paysannes, en matière de semences, surtout pour l'arachide, sont quand même importants. Et si le capital semencier de l'arachide est estimé à 150 000 tonnes, alors que l'État n'a donné que 70 000 tonnes, donc ce qui suppose que les 80 000 autres tonnes sont détenues par les paysans. Et compte tenu de tout cela, je dis que nous, au niveau du paysan, au niveau du monde rural, avec la pandémie que nous vivons, nous savons qu'elle est là et nous jouons avec. Et le CNCR a eu à sensibiliser ses membres à travers les radios communautaires pour pouvoir prendre des dispositions utiles pour que le monde rural soit moins affecté. Et ce qu'il faut reconnaître aussi, que le monde rural a été le moins touché par rapport à certaines villes comme Dakar et Thiès. Et les villages, quand même, Dieu nous en préserve. Et nous touchons du bois que nous sommes moins éprouvés. Il y a moins de cas au niveau du monde rural qu'ici. Et là aussi, la pandémie nous a causé énormément de problèmes parce que nous avions un crédit important que nous avons eu à placé au niveau du monde rural et que nous éprouvons d'énormes difficultés à le recourir. Et nous avons eu à avoir une contractualisation avec certaines unités de la place, et nous peinons à recouvrir ce crédit et nous demandons à l'État de nous aider à combler ce gap avec Covid 2019, les 1000 milliards, je pense que nous en avons droit et l'État doit nous aider par rapport à ça. Oui, Sidi, oui. Quand on regarde aujourd'hui de la façon dont vous le dites, en vous époumonant, on comprend effectivement que le monde des ruraux est vraiment éprouvé par la crise sanitaire. Mais est-ce que de là à ce qu'il y ait une inversion maintenant des priorités culturelles plutôt, ce n'est pas une nécessité chez vous que de dire maintenant, nous allons pouvoir promouvoir donc les cultures céréalières au détriment des cultures spéculatives? Bon, les cultures céréales ont toujours damé le pion par rapport aux autres, quoi qu'on dise. Le mil est de loin l'arachide en termes de superficie. Le maïs aussi, idem. Idem, peut-être par rapport au mil, le maïs est aussi cultivé, le sorgho est aussi cultivé. Peut-être la nouveauté est que la promotion de la culture du riz en pluvial. Mais il était quand même en irrigué de manière assez importante. Et aujourd'hui, nous savons qu'au niveau du bassin arachidier et au niveau de la Casamance, la culture du riz pluvial est une réalité quand même. Et les producteurs aujourd'hui diversifient ce qu'ils font.
diversifient leur production en cultivant le mil souna, le petit mil que mes cousins sérères aiment très bien, en cultivant aujourd'hui le maïs au niveau des champs de case, en cultivant le sorgho, en cultivant le riz, le bruit pluvial avec la néricassis, et tout ça contribue à améliorer l'autosuffisance alimentaire et la promotion de ces cultures-là. Et nous encourageons aussi nos amis qui sont dans les centres urbains à consommer ce que nous produisons et que encourage aussi la transformation de ces céréales en produits finis et qui peut être mis à la disposition des consommateurs que vous êtes. Deux petites questions. Dans le nord, par exemple, c'est une vaste région, 240 000 hectares, qui sont propices à la culture du riz. Et récemment, on a vu peut-être les populations s'agglutiner derrière les camions pour être bénéficiaires justement du riz distribué. Est-ce que ce n'est pas vraiment un paradoxe? C'est un grand paradoxe. Et là, ça m'a fait piquer, ça m'a fait pleurer. Je ne peux pas comprendre qu'on ait une superficie aussi importante qu'on peut mettre en valeur et qu'on laisse comme ça. Alors que les paysans n'ont pas les moyens de les mettre en valeur, quoi qu'on dise. Là, il était du rôle de l'État de mettre en valeur une bonne partie des terres qui sont au niveau de la vallée et les mettre gracieusement à la disposition de ces paysans-là. Mais tel n'est pas le cas. Et je pense qu'il est bon, si tel était le cas, aujourd'hui, on n'allait pas importer du riz du Vietnam, bien du riz du Cambodge, bien du riz des pays asiatiques. Cultivé par des paysans de là-bas. Cultivé par les paysans de là-bas pour nourrir les Sénégalais. Parfait. Et là, je pense qu'on prend une bonne partie des devises de notre pays, une bonne partie de l'argent qui devait servir à autre chose pour le donner à d'autres paysans. Et là, nous pensons que cela n'est pas normal. Et il est bon que l'État rectifie le tir, qu'ils aménagent davantage et qu'à moindre coût, et qu'ils mettent à la disposition des paysans, des producteurs, ces aménagements, et même l'aménagement des bas-fonds au niveau de la zone sous pluie pour booster la production de riz au niveau de ces zones. Très bien. Dernière question. Merci Mamoudou. Oui. Au sein du Conseil national de concertation des ruraux, il y a quand même des femmes. Et comme aussi peut-être les hommes sont aujourd'hui peut-être les champions donc de la propriété foncière, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises quand même pour permettre aux femmes aussi d'accéder à la propriété foncière, à la propriété terre? Et là, nous faisons ça peut soulager aussi peut-être les un grand plaidoyer pour que nos dames accèdent à la terre. Et là, avec beaucoup de nos partenaires, avec des partenaires que je ne peux pas citer ici pour ne pas faire les publicités, nous participons à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes par rapport à l'extérieur. Et pas uniquement les femmes, même le collège des jeunes du CNC aussi, on a des jeunes qui assurent la relève au niveau de nos exploitations. Nous œuvrons pour la promotion qu'elles accèdent à la terre. Et là aussi, nous pensons aussi qu'il est bon que les produits que nous cultivons, que les femmes les transforment. Et on a des unités de transformation gérées et créées par des femmes, que ce soit dans le domaine du lait, que ce soit dans le domaine de la culture. Et c'est là, dans tous ces domaines, nous avons des femmes qui sont prêtes à faire et à supporter et à marcher avec nous dans ces dynamiques pour que les Sénégalais nourrissent les Sénégalais. Merci. Avec des produits sénégalais. Oui, une belle formule, que les Sénégalais nourrissent les Sénégalais. Avec des produits sénégalais aussi. Merci Sidi, porte-parole donc du Conseil national de concertation des ruraux. Et tout le plaisir pour moi de vous remercier de m'avoir invité dans votre chaîne, à qui je souhaite longue vie et santé d'acier. Merci beaucoup, Amine. Merci Mamoudou, merci Sidiba. Un bon bol de riz ou de niébé, vous ferez le plus grand bien. Parce qu'il faut vivre quand même. Mais il vous faut aussi un livre. Et vous allez savoir pourquoi. Vivre, mais aussi un livre. La suite. Rien de tel qu'un bon livre, évasion, vagabondage de l'esprit, mais il faut choisir entre différents formats, ou en tout cas 2 formats. Le livre papier, le livre numérique, dans un pays ou dans un monde où tout se dématérialise. Il faut quand même dire que l'avènement de l'édition en ligne a quelque peu ébranlé le monde littéraire, mais car il y a un mais, le livre papier n'a pas dit son dernier mot, loin de là, Oussama Monique Sagna, Fatia de préférence et Bachir Sow, un voyage dans l'univers livresque. Œuvre de l'esprit conçue par un auteur, le livre et ce document écrit formant une unité composée de pages en papier reliées les unes aux autres. Ce format subit une mutation. L'édition numérique s'impose aux côtés de la traditionnelle. 2 choix parce que je me dis que tout le monde, les gens ont pour habitude de dire qu'on est à l'ère du numérique. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, on essaie de faire comme tout le monde. Qui aiment le faire, il y a des gens pour qui c'est plus facile. Et quand on essaie de voir les différents publics ou les différents lecteurs, il y a des gens qui font des trajets de plusieurs kilomètres dans les bus, dans des trains, dans des avions même.
Et s'ils peuvent avoir leur livre sur un téléphone ou sur une tablette, c'est toujours plus agréable. Après, j'ai fait les deux options parce qu'il y a des gens qui ont la culture du papier comme moi ou d'autres personnes. Et voilà, donc c'est pour permettre aux gens de pouvoir acquérir l'œuvre au format qui leur convient le mieux. L'édition numérique a le vent en poupe. Malgré les apparences, son élaboration est aussi exigeante. Alors, comment on produit des livres numériques? Eh bien, le point de départ, c'est, nous, en tant que maison d'édition, on a un contrat d'édition avec des auteurs ou avec des maisons d'édition. En ce moment, on travaille avec près de 90 maisons d'édition et plusieurs centaines d'auteurs, donc avec qui nous avons des ententes, par lesquelles ils nous permettent de convertir en format numérique leurs ouvrages. Alors, ensuite, nous recevons soit des fichiers, Word, InDesign, PDF, ou des livres imprimés, si le livre a été publié à une date très lointaine. Et quand on reçoit un livre imprimé, bien nous, on le convertit en texte éditable. Donc, une fois qu'on reçoit ces fichiers-là, c'est notre métier d'éditeur, donc on les structure, on les balise et on produit à partir de ça des fichiers de livres numériques. Donc ça, c'est la partie éditeur. Une fois qu'on a les livres numériques, qu'est-ce que nous faisons? Nous les diffusons sur à peu près environ 120 plateformes de vente de livres numériques qui sont un peu partout sur Internet. Le livre numérique a semblé représenter une menace aux yeux des amateurs du papier. Mais tout compte fait, les deux modèles cohabitent plutôt bien dans le monde littéraire. La version numérique, je ne regarde pas tout le temps les statistiques, mais ça se vend quand même. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir le papier, le format papier. Moi, j'aime bien. Une fois, j'ai acheté d'ailleurs un livre de Camara Lai que j'avais acheté dans la rue à 500 francs avec une couverture qui était complètement déchirée. C'est un livre, une édition des années 60 ou 70, je ne sais plus. Et moi, j'ai trouvé bien d'avoir ce livre-là. Pourtant, il est dans un état qui nous rappelle qu'il vient de loin. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir le format papier, de l'avoir, parce que de toute façon, on a tous commencé comme ça. On a tous commencé à lire en ayant un support. D'ailleurs, j'ai un livre qui va sortir en début d'année scolaire. Donc là, à la rentrée, octobre, novembre, j'ai un livre qui va sortir. Et je vais faire la même chose, mais le format papier, je vais le défendre un peu plus que le format numérique. Moi, j'ai toujours préféré le livre papier au livre numérique. Je me souviens pas avoir lu déjà un livre numérique. Le but du livre numérique, ce n'est pas de supprimer le livre imprimé. Bon, il y a de la place. L'important, c'est que les livres soient lus. Et le livre numérique est une autre opportunité, une autre façon d'accéder aux livres et qui, d'ailleurs, ne contredit pas l'édition imprimée. Même, je vais vous dire, ma conviction profonde, c'est que le livre numérique va booster le livre imprimé grâce à l'impression à la demande, qui est la façon maintenant moderne de faire de l'impression. Les nouveaux supports numériques posent la problématique de la pertinence de l'usage de papier, surtout face aux enjeux du développement durable. Oussama, Monique Sagna, bonsoir. Bonsoir. Comment se porte le livre numérique en cette période de confinement? Plutôt bien. Le livre numérique a connu un boom en cette période parce qu'il est très difficile de se rendre à la librairie ou bien à la bibliothèque. Donc les gens, ceux qui sont férus de lecture, se rabattent sur le livre numérique, encore que il y a des plateformes qui proposent gracieusement le téléchargement de milliers d'ouvrages. L'essentiel est de lire. Voilà. L'un des formats a-t-il plus d'avantages que l'autre entre le livre papier et le livre numérique? Il faut savoir que les deux formats ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mamadou, le livre a une odeur, une texture, et le fait de feuilleter les pages, de passer d'une page à une autre, fait partie du plaisir de lire. Or, le livre numérique n'offre pas ce ressenti. Donc, toucher. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie des avantages du livre en papier. Maintenant, pour le livre numérique, son avantage, c'est qu'on peut avoir une bibliothèque en poche. Avoir une bibliothèque de livres en papier demande beaucoup d'espace, et pour le livre numérique, il est plus facile avec sa tablette, son smartphone, d'avoir toute une bibliothèque en poche, et le livre numérique peut se lire dans le noir. Le livre en papier ne peut pas se lire dans le noir. Maintenant, cet avantage peut s'avérer être un inconvénient parce que la lumière bleue qu'on émet depuis la tablette n'est pas bon pour les yeux. Alors quand on a un livre en papier, on peut s'endormir. Quand on a envie de retrouver le sommeil, on peut ouvrir un livre, son livre de chevet, lire quelques pages et s'endormir, recommencer le lendemain.
on peut prêter le livre en papier. Or, il est très difficile de prêter sa liseuse parce que sur les tablettes, il y a aussi d'autres données personnelles. Absolument. Voilà. Comme quoi, le bon vieux livre papier résiste. Résiste. Comment le e-book démocratise-t-il le monde littéraire aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, les nouveaux auteurs peuvent s'auto-éditer parce que l'édition classique, dans les maisons d'édition classiques, elles reçoivent des milliers de manuscrits par an et un faible pourcentage est édité. Donc, pour les nouveaux auteurs, ils peuvent s'auto-éditer et mettre leurs livres en ligne. C'est une sorte de démocratisation parce qu'aussi, il faut savoir que l'édition, surtout dans nos pays en Afrique, a beaucoup de limites et ou bien l'édition est très sélective. Figurez-vous qu'il dans certaines maisons d'édition, vous y allez pour vous faire éditer une première fois, surtout quand vous n'avez jamais fait paraître un livre, ils vous demandent un certain quota, c'est-à-dire d'acheter au moins 200 exemplaires de votre propre ouvrage pour pouvoir, parce qu'ils pèsent le pour et le contre. Il y a un comité qui se réunit pour évaluer le pour et le contre d'une édition d'un tel livre. Donc, le format numérique permet à ces auteurs de s'auto-éditer, mais aussi la diffusion est plus large parce qu'on peut sortir un livre au Sénégal avec les plateformes numériques, avec le e-book. Une autre personne dans un autre continent peut accéder au livre de Mamadou. Et pour la mise à jour également, c'est plus facile. Il suffit juste de faire une mise à jour en ligne, alors que pour une mise à jour d'un livre papier, il faut une réédition. Très bien, très bien. Alors, Oussama, je vais vous challenger, je vous soumets au test votre livre de chevet par les temps qui courent. La fin du monde ou le dernier homme. Fukuyama. Intéressant. Alors, vous me gardez mon livre? Bien sûr. Mais entendons-nous bien, je le préfère en papier. Moi aussi, je le préfère en papier. Très bien. Merci, Oussama. La semaine prochaine, notre bouillon culture. Nous poursuivons la Totale, votre magazine d'information du dimanche, et nous avons comme diplomate ce soir Aliou Goloko, journaliste. Il est le directeur d'Africa Media 247. Vous êtes en ligne, Aliou, bonsoir. Bonsoir Mamoudou, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, comment se porte le monde du sport en cette période de crise de Covid-19? On a compris qu'il sort petit à petit du coma? Tout à fait, il essaie de sortir de ce coma qu'il a un petit peu tétanisé parce que personne n'a vu cette pandémie arriver et elle a été fort préjudiciable au monde du sport en général et particulièrement celui des sports collectifs parce que c'est l'une des conséquences de cette maladie, c'est d'éviter les grands rassemblements, les contacts physiques et autres, alors que qui parle de stade, parle de public, parle de contacts physiques et athlétiques. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle ça a été un des secteurs d'activité de l'homme qui a été le plus touché. Et comment se traduit ce préjudice causé au monde du sport par la Covid? Il y a plusieurs préjudices et c'est à plusieurs niveaux. Déjà, du point de vue moral, c'est une atteinte au moral de tous ces grands sportifs, tous ces grands champions qui aiment bien cette montée d'adrénaline quand ils sont en compétition. Et donc, ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui de s'exprimer, de faire étalage de leur talent sportif, athlétique. Et au-delà de ça, il y a également un préjudice financier parce que quand ils ne sont pas en activité, et effectivement, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de source de revenus. La plupart des grands clubs de football, qui est le domaine dont je connais le mieux, ont dû négocier des baisses de salaire pour les joueurs. Les pertes pour les entreprises, les entités sportives ont été énormes parce qu'il n'y avait plus de recettes de billetterie, il n'y avait plus d'argent pour le sponsoring, les droits télé. Certaines télés ont résigné à payer le droit télé, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de matchs. Mais au-delà des sportifs, il y a toute la communauté sportive, c'est-à-dire ces passionnés de sport qui avaient choisi le sport comme première distraction, comme premier passe-temps, et qui n'arrivaient plus à pouvoir satisfaire cette passion qui est la leur et qui leur permettait d'oublier quelques soucis quand ils étaient dans un stade ou quand ils rêvaient à travers les performances athlétiques et sportives des grands champions. Du coup, la compétition a perdu de sa saveur.
Oui, et vous voyez, il y a une reprise timide un peu partout dans le monde, mais ce n'est pas la même chose. Un stade vide, jouer un match de football ou faire une compétition sportive dans un stade où il n'y a pas de public, ça change beaucoup d'une situation où le stade il est plein, où le public se fait entendre, parce que il y a des gens qui vont au stade pour ça, pour cette ambiance, pour ce magnifique public qui chante, qui crie et qui applaudit les performances des joueurs. Donc ça paraît un peu bizarre pour la plupart des gens, mais on espère que la situation va progressivement revenir à la normale et que nous pourrions chacun, ou en tout cas les passionnés, retourner dans les stades. On a vu même ces effets insolites. Hein. Après un but, cette distance physique qui est respectée, on est loin de la jubilation des grandes compétitions. Alors, Aliou Goloko, juste une petite curiosité parce que vous connaissez bien les affaires de la CAF aussi, la Confédération africaine de football. Il y a également une grosse interrogation autour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Elle doit se tenir quand même, malgré tout, en 2021. Écoutez, les interrogations par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations sont tout à fait légitimes, pour la bonne et simple raison que vis-à-vis du calendrier qui avait été préétabli, on semble être un petit peu en retard. Il y a encore 4 journées des éliminatoires à terminer avant la Coupe d'Afrique qui devait se jouer au mois de janvier au Cameroun ne sont organisées. Avant cela, il y a le CHAN qui était une sorte de répétition générale pour le Cameroun avant la Grande CAN qui a dû être reporté pour cause de Covid. Il va falloir, en l'espace, là nous sommes au mois de juillet, en l'espace de 6 mois, il va falloir trouver du temps pour organiser peut-être une CAN, une CHAN, pour permettre au Cameroun de se tester et voir si le Cameroun est prêt. Il va falloir terminer 4 journées d'éliminatoire et il va falloir tenir la CAN en janvier 2021. Ouais. Ça pourrait être très compliqué. Donc l'idée d'un report est en train de faire son petit chemin auprès de certains acteurs du football africain. Et au-delà de tout cela, cette crise du corona a favorisé la fermeture de tous les aéroports quasiment. Et pour jouer du football au niveau international, il faut bel et bien voyager. Et ça aussi, ça peut être un gros problème. Donc, s'il y a un report, ce qui n'est pas encore le cas, je le précise, cela paraîtrait du domaine du possible. Direction Paris, si vous le voulez bien, Aliou Goloko, pour parler du procès de Lamine Diack, verdict en septembre. 4 ans de prison ferme requis contre l'ancien président de l'U2AF. Pour ses contempteurs, il a fait beaucoup de mal à l'athlétisme. Pour ses défenseurs, il est victime plutôt d'une cabale. Quelle est votre position ? Ma position, elle est indéniablement celle de la seconde. C'est-à-dire qu'il a été victime il a pu avoir été victime d'une cabale, parce que pour qui connaît Lamine Diack, je pense que c'est un dirigeant qui a marqué le sport sénégalais, le sport africain, le sport mondial de manière générale, et qui a rendu d'éminents services au sport, en tout cas de notre pays, nous d'abord, et ensuite à l'athlétisme mondial. Maintenant, il est arrivé vers la fin de son règne dans une situation assez alambiquée, qui n'a pas fini de révéler tous ses secrets, parce que vu de l'extérieur, ou plutôt vu de loin, ou vu du Sénégal, on a l'impression qu'il y a une sorte d'acharnement contre la personne du président Lamine Diack, parce que rappelons-nous que ses amis avaient rassemblé le montant pour lequel il était accusé de détournement ou de pot de vin, mais malgré cela, la justice française refusait de lui octroyer une liberté provisoire à l'époque, demandant à ce que son fils se rende, pour que c'est comme s'il était une sorte de monnaie d'échange. Papa Massata Diack. Ouais, Papa Massata Diack. Et je rappelle que le président Lamine Diack est poursuivi pour corruption passive, abus de confiance. Ce sont en tout cas les faits présumés qui sont retenus contre lui. Tout à fait, c'est ce qu'on lui reproche. Le procès est en train de se tenir. Il y a eu la plaidoirie de l'accusation, également celle de la défense. Et le verdict est prévu pour le mois de septembre. Mais en tout état de cause, je pense que cette affaire aura laissé beaucoup de séquelles dans la famille de l'athlétisme mondial. Et ce qui me paraît, moi, en tout cas paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent l'athlétisme mondial aujourd'hui, qui ont décidé de changer de nom parce que l'organisation s'appelle maintenant World Athletics, étaient là encore. Ils ont tous servi sous le président Lamine Diack. Et donc, je pense que si on creusait davantage, on aurait pu situer davantage les responsabilités. Mais justement, qui aurait intérêt à monter une cabale contre Lamine Diack ? Écoutez, je pense que certains ont peut-être reproché au président Lamine Diack d'avoir fait un mandat de trop, parce que c'était quand même le grand patron
de l'athlétisme mondial qui régnait en main de maître là-dessus, parce que aussi il faisait du résultat, il avait amené l'athlétisme à un autre niveau, allant par moments même jusqu'à challenger le football, qui reste le sport le plus populaire au monde. Et donc, c'est parce qu'il a rendu l'I2AF bancable et attractif que les ambitions ont commencé à naître autour de cette organisation. Et à un moment donné, peut-être les gens ont pensé qu'il devait partir. Lui pensait qu'il lui restait encore un mandat supplémentaire. Et ce sont autant de raisons peut-être qui peuvent, pour des raisons politiques, avouées ou non avouées, prévaloir après des règlements de compte. Alors, du président João Havelange à l'espagnol Juan Antonio Samaranch, en passant par le Suisse Sepp Blatter, le Français Michel Platini, et le Camerounais Issa Hayatou, ou encore le Malgache Ahmad Ahmad, actuel patron de la CAF, on peut relever, Aliou, que les accusations contre le Sénégalais Lamine Diack ne sont pas quelque chose d'inédit, de nouveau en tout cas dans le monde du sport. Pourtant, l'idéal du sport et de l'olympisme est rempli de valeurs d'éthique. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Oui, alors le paradoxe s'explique par le fait qu'aujourd'hui le sport est devenu une affaire de gros sous. Et qui parle de gros sous, parle d'enjeux économiques, d'enjeux politiques, mais aussi de volonté de puissance. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les dirigeants du sport mondial ne sont jamais à l'abri d'accusations de ce genre. Et il faut reconnaître qu'effectivement, il y a énormément d'argent qui circule dans l'industrie du sport et qui font qu'aujourd'hui, tout le monde, y compris les États, les grandes multinationales, les agents, les acteurs du sport, les sportifs eux-mêmes, gravitent autour de cette manne financière-là et chacun veut y prendre sa part. Et c'est la raison pour laquelle aussi, la plupart du temps, il y a toujours des complications, des accusations de toutes sortes. Et cela me permet, Mahmoud, de te dire, effectivement, vous faites bien de mentionner tous ces leaders du sport mondial qui ont eu maille à partir avec la justice. Donc Lamine n'est pas le premier, il n'en sera certainement pas le dernier. Mais on a eu l'impression par moment qu'il y a eu des politiques de deux poids, deux mesures, parce que certains n'ont pas du tout été inquiétés ou ont juste été suspendus sans être mis aux arrêts. Merci. Aliou Goloko, journaliste et directeur d'Africa Media 247, c'était notre diplomate du jour, ou en tout cas de ce dimanche. Elle inspire méfiance, crainte et fait l'objet de tous les fantasmes. On parle de la communauté libanaise au Sénégal, la difficile intégration de cette communauté. Pourquoi cela semble si compliqué pour cette communauté? Se sentent-ils, je veux parler de ces Sénégalais d'origine libanaise, se sentent-ils donc plus Sénégalais que Libanais ou plus Libanais que Sénégalais? Eux qui sont installés dans ce pays depuis de très longues dates. On parle de 1897 comme année d'installation des premiers Libanais. Tranche de vie sur une communauté forte de 30 000 personnes, un document d'Oumar Khan avec ses caméramans Moussa Fall et Barasso. Regardez. Libanais, sénégalo-libanais ou sénégalais tout court? La question même a tendance à les irriter. Ils veulent être considérés comme sénégalais à part entière. Je suis née au Sénégal, mais je suis libanaise, origine sénégalaise. Je me sens sénégalaise et voilà. Je viens au Dakar depuis, ça fait 1960. J'ai marié ici, ma femme et mon fils et des filles, tous c'est un Sénégalais. Elle ne connaît pas les bons, jamais. Bon, je me sens plus sénégalais que libanais, hein, parce que je suis plus avec les Sénégalais et tout ça. Parce que même mon papa, il est né là, on est né là, on a grandi là. Ouais. Ils sont un peu plus de 30 000 au Sénégal et se sentent beaucoup plus sénégalais que libanais. Une communauté libanaise bien présente au Sénégal depuis plusieurs décennies grâce aux relations qu'ils entretenaient avec les Français. Le Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu par hasard. C'est un peu par hasard qu'ils sont arrivés ici. Parce qu'il y avait une relation culturelle entre la France et le Liban, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un conflit entre les Maronites et les Druzes, au Liban. Et la France a été dépêchée en quelque sorte par l'Europe pour servir d'intermédiaire, pour servir de médiateur entre les deux communautés. Donc il y a un lien déjà préalable entre les communautés libanaises et les communautés françaises. Les communautés libanaises sont venues en plusieurs étapes. Il y en a qui sont venus au 19e siècle,
il y en a qui sont venus au début du XXe siècle, il y en a qui sont venus après, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, quand la France a pris le mandat du Liban et de la Syrie. Ils ont fait venir massivement, d'ailleurs, les Libanais pour servir d'intermédiaire dans le cadre du commerce colonial. Donc, oui. Mais il y en a qui sont venus bien après. Il y en a qui sont venus même très, très récemment, d'ailleurs. Ce sont les Français qui les ont fait venir et ce sont les Français qui les ont insérés dans le tissu économique. C'est ce qui leur a permis aujourd'hui d'investir dans tous les secteurs d'activité du pays. Ils ont une culture très très ancienne, c'est-à-dire qu'ils ont une culture commerciale, entrepreneuriale très ancienne, qui date d'avant Jésus-Christ. Ensuite, ils sont venus, les Français les ont branchés dans le cadre de l'économie coloniale. Ils ont pu, dans le cadre de cette économie, se faire une solide expérience dans le cadre du commerce en Afrique et avoir de la fortune et des entreprises. Donc ça s'est renforcé quand les Français sont partis, à partir de 1958, quand les Français sont partis, ils ont laissé l'espace aux Libanais. Ce sont les Libanais qui ont occupé l'espace. Et cette communauté libanaise s'est renforcée davantage, c'est-à-dire leurs affaires s'est renforcée davantage quand est intervenu le plan d'ajustement structurel. L'État était obligé de privatiser. Donc il y a beaucoup d'entreprises nationales qui ont été rachetées par des Libanais. Aujourd'hui, disons que 50% des industries appartiennent à des Libanais. Pour la plupart, ils sont nés au Sénégal et n'ont jamais posé les pieds au Liban. Mais Moustapha Jawad compte bien y aller un jour, juste pour visiter. Bon, je peux aller au Liban, mon adam Liban, mais li ma xam moy Sénégal fi la xam. Un jour mom bëgg na fa dem xol fofu, mais xam na su ma fay dem damay visiter ñëwaat parce que fi la xam. Un vivre ensemble à cultiver. Mort d'un célèbre Sénégalais d'origine libanaise, le patron de comptoir commercial du Sénégal, Roda Derwish, 82 ans, est décédé du coronavirus suite à son hospitalisation au CHU de Fann à Dakar. Il était l'un des doyens de la communauté chiite musulmane libanaise dans notre pays. Ceux qui l'ont connu témoignent de lui un grand homme d'affaires respecté, généreux et qui faisait beaucoup dans le social et l'humanitaire. Les condoléances d'immédiat. Ailleurs au Mali, ça bout à 100 degrés. À Bamako, Imam Mahmoud Dicko a encore chauffé vendredi la place de l'indépendance. Dans la capitale malienne, la démission du président Ibeka est réclamée par la foule. Nous suivons cette correspondance à Bamako. Pour dénoncer la gestion du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, un mouvement hétéroclite composé d'associations religieuses, de partis politiques de l'opposition et des mouvements de la société civile a vu le jour autour de l'influent imam Mahmoud Dicko. Le premier rassemblement de ce mouvement, qui s'est tenu le 5 juin sur le boulevard de l'Indépendance, avait pour revendication principale la démission du président de la République. Une situation qui a poussé le chef de l'État à sortir de son long silence pour s'adresser à la nation. Une adresse au cours de laquelle il a renouvelé son offre de dialogue. Ma porte est donc ouverte et ma main toujours tendue. Car il nous faut rester ensemble dans ce grand dessein pour le Mali. Ce projet d'un grand Mali, et je n'ai jamais cessé d'y croire. 48 heures après cette adresse à la nation, le président de la République a rencontré les médiateurs de la crise devant lesquels il a pris l'engagement de mettre fin à la grève des enseignants qui dure depuis plus de 4 mois et aussi a annoncé que le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, enlevé depuis plus de 2 mois, se portait bien et serait bientôt libéré. J'ai décidé de mettre fin à la crise scolaire en instruisant l'application immédiate, pleine et complète, de l'article 39. Ne pas évoquer le sort injuste fait à mon frère, à mon cadet Soumaïla Cissé. Sachez qu'il est en vie. Nous avons cette preuve de vie. Des efforts sont en cours pour obtenir sa libération dans les plus brefs délais.
2 sorties en 48 heures, une première pour le chef de l'État. Les décisions prises au cours de ces sorties a quelque peu soulagé les participants et acteurs de la société civile. Bon, je retiens quand même que le président, on voit qu'il veut vraiment résoudre les problèmes au niveau du pays. Certes qu'il y a beaucoup de problèmes. Et si vous voyez qu'il a instauré immédiatement l'application de l'article 39 pour les enseignants, certainement qu'il a voulu à tout prix la paix au niveau du Mali. Programmés bien avant, les discours et les offres du président de la République n'ont pu satisfaire les acteurs du mouvement du 5 juin au point de renoncer à la seconde grande mobilisation qui a eu lieu le vendredi 19 juin sur le même boulevard de l'Indépendance. Sur place, on pouvait noter l'insatisfaction quant aux offres du président. C'est toujours la même chanson. Il n'a jamais tenu à ses promesses. Ces promesses-là, on n'en veut plus. Vraiment, c'est que nous, on veut maintenant là. D'après lui, le Mali d'abord. Donc vraiment, pour l'amour de ce pays-là, il n'a qu'à nous rendre notre démission démocratiquement dans le respect, c'est tout. Pour apaiser la tension, la CEDEAO a dépêché dans la capitale malienne une mission de bons offices qui a rencontré l'ensemble des acteurs et les plus hautes autorités du pays. Au terme d'une mission de 72 heures, initialement prévue pour 24 heures, elle a fait le constat suivant. La mission note que l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle dans le cadre du contentieux des dernières élections législatives est à la base de la crispation socio-politique actuelle. Elle invite donc le gouvernement de la République du Mali à reconsidérer les résultats de toutes les circonscriptions ayant fait l'objet de révision par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. De nouvelles élections partielles pour les circonscriptions concernées devraient être organisées dans les meilleurs délais. Si les Maliens, dans une grande majorité, ont salué la sagesse de l'imam Mahmoud Dickou qui a empêché la foule ce 19 juin de prendre la direction du palais présidentiel, le mouvement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et projette un troisième rassemblement, car selon l'imam, ils ne s'arrêteront qu'après avoir obtenu ce qu'ils réclament, c'est-à-dire la démission du président de la République. Sangoulé Danyoko à l'instant à Bamako qui va suivre avec nous le portrait dans l'univers animalier. Il fait un froid de canard, il fait plutôt chaud en ce moment, mais s'il est judicieux de citer le célèbre proverbe propre à des pays comme le Groenland, c'est pour vous présenter Monsieur Canard. Et oui, l'animal vit aussi en pays chaud et chez nous. Canard chinois ou canard ordinaire, ils se sont parfaitement acclimatés aux réalités thermiques africaines, pas aussi exotiques ni fascinants que le lion ou la girafe. Le célèbre oiseau s'est peu à peu frayé un chemin parmi nos hautes herbes. La paire Kessendour Augustin Manga, un reportage à Guédiawaye, une rencontre mémorable avec ces oiseaux de basse-cour. Arrête un peu de cancaner. Les enfants que nous sommes se rappellent tous de cette phrase que le maître ou la maîtresse adressait régulièrement aux bavards de la classe. Car c'est vrai, le canard est bariwar. D'autant plus que ce que l'un de ses galinas fait, tous ses camarades le reproduisent. 50 canards là fi yore waaw ñoom laa élevé fii nii. Mâles et femelles confondus, j'ai 50 canards à élever. Ce sont des animaux grégaires qui sont élevés dans le même enclos. Donc quand l'un décide d'aller dans une direction, les autres le suivent. Pendant la journée, ils s'amusent, se baignent et ils mangent ensemble. Les canards n'aiment pas la chaleur. Quand il fait chaud, ils se mettent à l'ombre et attendent l'heure de rentrer pour manger. C'est parce que la chaleur, ils sont attentionnés quoi. Le canard est aussi à l'aise sur terre que dans l'eau. Ses pattes palmées lui permettent de marcher, courir, comme de ramer. Mais attention, c'est un animal de surface. Il se baigne et se rafraîchit dans l'eau, mais il ne nage pas. En revanche, les insectes, larves, crustacés et petits mollusques qu'il trouve sous la surface constituent de parfaits compléments au repas que les éleveurs leur offrent. De ce fait, plus question de partir ailleurs, ni de se mettre à dos d'autres animaux.
Les canards peuvent très bien être élevés à côté d'autres espèces. Quand on nourrit les bœufs, ça leur arrive de partager. Cela ne pose aucun problème. Entre animaux, ils se comprennent. Ils ont de l'espace et ils se sentent bien. Ici, du coup, ils ne cherchent pas à s'enfuir, ils sont heureux. Et lorsqu'ils ont le ventre bien rempli, nos canards pèsent en moyenne 1,24 kg et disposent d'une robe aux couleurs chatoyantes qui leur permettent de parader devant leur père. Nous avons deux types de canards. Les canards chinois qu'on appelle aussi col vert et les canards ordinaires. On les reconnaît facilement car les Chinois ont beaucoup de couleurs et leur bec n'est pas du tout noir. Pour les femelles, c'est facile car elles sont plus petites que les mâles qui, eux, sont plus gros et avec beaucoup de couleurs. Le canard n'est pas seulement beau parleur. Quand vient la période de reproduction, il se sert de son bec d'une toute autre façon. Les canards ne sont pas des animaux fidèles, c'est la polygamie. Et quand un mâle et une femelle s'accouplent, ça commence par de la résistance. Le mâle doit attraper la femelle par l'aile. Chaque jour que Dieu fait, la cane pond un œuf, mais elle ne fait des bébés que 2 ou 3 fois par an. On prend alors leurs œufs et on les fait couver par des poules. Comme ça, la canne continue de produire. Dans de nombreuses contrées, les canards sont élevés pour leur chair fine et savoureuse. Au Sénégal, en revanche, sa consommation n'est pas répandue. Ce qui prime, c'est avant tout l'amour des animaux. C'est très bon. Dès que je suis trop, mais moi, je sais Les gens disent que la chair est très bonne, mais moi, mon seul plaisir, c'est de les élever. Quand on observe leur manière d'agir, on ne peut que les aimer. D'ailleurs, ceux qui viennent les acheter, c'est principalement pour les mettre dans les maisons et faire joli. Ces gallinacés font donc partie des rares espèces qui peuvent espérer échapper à l'abattoir. Et vu l'amour que tous les éleveurs leur donnent, pas question non plus de reproduire le mythe du vilain petit canard. Vous avez dû le remarquer, il y a plusieurs types de canards. Bonsoir, Kessendour. Bonsoir Mamoudou. Pourquoi on ne connaît que les cols verts ou presque? Eh bien tout simplement parce que canard, c'est un terme générique pour parler de plusieurs espèces, à vrai dire de plusieurs centaines d'espèces, alors qui regroupent à la fois des animaux, des aquatiques, ancériformes, au cou court, au bec large et jaune, mais aussi aplatis, aux très courtes pattes palmées et aux longues ailes pointues. Alors dans l'ensemble, toutes ces espèces font partie d'une famille qu'on appelle les Anatidés, mais de manière générale, encore une fois, ils ont des noms qui n'ont pas été transformés en langue, traduits en langue vernaculaire. Elles n'ont pas été traduites ni en wolof, ni en français, ni en anglais, ni dans d'autres. Donc c'est plus facile de les appeler de manière plus générale canards. On les reconnaît donc à leurs pattes palmées, leurs ailes pointues, leur bec relativement plat et jaune, et on appelle ça canard. Et canard dafa bari wax. Exactement. Vous l'avez dit tout à l'heure. De parfaits gardiens, tout comme les oies d'ailleurs. Ça avertit très très bien. Très bien. Ce sont des oiseaux, ils ont des ailes. Pourquoi est-ce qu'ils ne volent pas? À vrai Ça, dire, je ne le savais pas. À vrai dire, un canard peut voler. Ah. Dans le sujet, on n'en voit aucun décoller, ni même dans notre environnement à Dakar, tout simplement parce que ceux qui volent sont les canards sauvages. Et dans ces cas-là, effectivement, ce sont des canards qui migrent, donc qui sont en capacité de voler, tout comme les canards domestiques. Mais lorsqu'ils sont élevés dans nos contrées, donc par des éleveurs, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller d'un point A à un point B. Donc dans ces cas-là, on l'a vu dans le sujet, ils préfèrent marcher, courir ou ramer avec leurs pattes, mais il n'y a plus tellement d'utilité à ces ailes, au fait de voler. Mais ça peut. Merci Kessen, on apprend toujours avec toi. Merci, c'est très gentil. On découvrira un autre animal la semaine prochaine. Oui, lequel? Alors, bon, je vous donne juste un petit indice, ça restera un oiseau, mais un peu plus atypique. Et pour ça, on a été au Technopole, qui est une réserve protégée.
Très bien. Suspense garanti à dimanche prochain. Merci Kessen. C'est la fin de cette Total Dimanche. La Total de la semaine du lundi au vendredi, comme vous le savez, c'est Khalifa Diakhaté, un bloc d'infos qui va de 18h30 à 20h30. Omar Khan pour la réalisation du côté de la rédaction. Masmoup avec toute l'équipe technique, merci à vous, merci aussi à toute l'équipe de journalistes. À 20h30, c'est-à-dire là, tout de suite sous la pression de Madame Mamdorine Gueye, directrice des contenus, jeune femme dynamique, va s'installer sur les produits naturels et locaux. Présentation Oussama Monique Sagna. Juste après, il y a une double occasion, une double fête aujourd'hui. C'est la fête des pères, c'est-à-dire de nous, papa. Mais aussi, c'est la fête de la musique. Fête de la musique, avait dit Jack Lang, ancien ministre de la Culture. Vous l'entendrez dans cette belle émission de Boubacar Diallo qui reçoit le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, et le maestro, parce que la fête de la musique appartient au musicien Carloudi. Restez scotchés ce soir sur ITV comme tous les soirs. Merci, excellente soirée et excellente semaine.